Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette première interview dans le cadre de l'élection présidentielle 2022 menée conjointement par Le Dranche et Le Pluraliste avec pour volonté de recevoir le plus équitablement possible l'ensemble des candidats qui se présentent pour cette élection majeure l'année prochaine. Est-ce que tu veux dire un mot pour... Juste un mot, voilà, juste pour dire qu'on est très content de faire ça conjointement avec Le Pluraliste. L'enjeu, encore une fois, comme d'habitude pour Le Dranche, c'est de vous éclairer sur des questions importantes. On pense que la présidentielle 2022, c'est une question particulièrement importante. Et c'est pour ça qu'on est très content de recevoir avec vous les candidats pour creuser un peu avec eux leurs propositions, leur positionnement et vous aider, vous, à vous positionner en avril avec le plus d'éléments possible. Voilà. Donc pour cette première émission, on est très heureux de recevoir Jean Lassalle. Vous pourrez retrouver l'interview sur la chaîne du Twitch et également sur la chaîne YouTube du Pluraliste ou également en podcast, donc sur toutes les grandes plateformes, Deezer, Spotify, Google Podcast également et Apple Podcast. Et vous pouvez également soutenir la chaîne du Pluraliste sur Tipeee ou par un don directement sur notre site internet, ce qui vous laisse la possibilité de les défiscaliser. Voilà, très bien. Et bon, comme d'hab, vous savez, nous on fait toujours la promotion de l'abonnement. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, si vous voulez nous soutenir, à vous abonner au journal papier, à la version PDF et à nous suivre, à continuer à nous suivre sur ce live. Je vous propose qu'on attaque dans le dur, qu'on attaque les questions pour Monsieur Lassalle. On y va ? Pour ce premier axe, après la lecture de votre livre, ce qui nous paraît une dimension très forte de ce que vous mettez en avant, c'est la volonté de changer en profondeur le fonctionnement de notre démocratie. Et vous écrivez donc textuellement dans votre livre que la démocratie mériterait d'être grandie en France. Comment est-ce que vous voulez faire pour aller dans cette direction-là ? Merci d'abord pour votre invitation à vos deux médias conjugués pour retrouver les chemins de la démocratie. Je pense qu'il faut revenir un petit peu aux souvenirs que nous en avons, les uns et les autres. De l'époque où elle a marché, en politique rien n'est tout droit, c'est sinusoïdal, et un moment fortement démocratique s'use, se fane très vite, mais il permet un engagement qui peut durer 50, 60 ans. Jamais il n'avait d'ailleurs duré autant que dans cette période, puisque j'ai 66 ans, je n'ai jamais été par bonheur invité sur aucun théâtre d'opération. Et il faut revenir à ce que nous en savons et ce qui a marché. Et puis se poser la question de la manière dont on peut l'adapter à notre temps, aujourd'hui. Parce que le sentiment de démocratie reste le même. C'est le peuple qui a le pouvoir, qui donne la voix dans un sentiment de liberté et de libre expression. Donc il faut chercher ce qui peut nous conduire dans cette situation excellente. Alors, on a vu là récemment qu'il y a une forme de frustration qui s'est exprimée beaucoup. Il y a eu notamment le mouvement des Gilets jaunes qui a été un mouvement assez inédit en la matière. Il y a donc une attente en termes de plus de participation. Selon vous, quelle est la bonne manière de répondre à cette attente ? D'abord, c'est, à mon avis, d'écouter. D'écouter en prendre des responsabilités qui vous sont confiées. Vous avez été choisi, vous pouvez soit foncer dans le tas, tête baissée, et puis on verra après, mais vous pouvez aussi vous mettre dans une situation d'écoute et d'attente comme quelqu'un qui a besoin d'apprendre de ce dont il va essayer
de comprendre la volonté commune et partagée pour la mettre en œuvre. Et je pense que ce travail d'écoute est long. Il doit s'accompagner d'un travail, d'une invitation à la résistance au système qui s'impose à nous et qui crée ce sentiment de gêne et même de très grande colère. Notre pays est très en colère. Pour le coup, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a pas seulement la volonté d'être écouté par les gens qui nous gouvernent, il y a aussi la volonté de décider. Quand ils mettent en avant le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, c'est bien pour qu'ils aient la possibilité d'agir très concrètement sur les lois auxquelles ils sont par la suite soumis. Absolument. Mais nous sommes là déjà dans une période de crise. C'était une période révolutionnaire. Et moi, je l'ai vu de suite lorsqu'un de mes fils m'a parlé de ce mouvement qui avait démarré, que j'ai regardé l'impact qu'il prenait immédiatement et d'une manière virale. Je me suis dit, voilà, le peuple français est de nouveau rentré en révolution. Donc, c'est pas tout à fait la même approche, parce que là, il s'agit de donner des éléments de réponse précis à des questions qui se sont faites tranchantes. Voilà. Moi, je me mettais dans une situation post ou avant élection et après élection pour effectivement essayer de bien comprendre. Mais lorsqu'on est dans une période de crise, effectivement, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça veut dire de l'argent dans l'espace public où il n'y a plus une thune, pour que effectivement chacun puisse faire son travail, que l'on retrouve d'abord du travail, que ce dernier soit rémunéré d'une manière digne et que l'équilibre puisse de nouveau s'installer. Que petit à petit, on oublie l'image terrifiante du système qui nous domine pour revenir au modèle où effectivement le peuple démos donne progressivement les éléments auxquels il veut que nous répondions ensemble. Pas à sa place non plus totalement. Il ne veut pas faire, il veut qu'on fasse, mais il veut que ce soit partagé. Il veut que ce soit partagé. Voilà. Donc là, c'est l'idée de projet. Et moi, je suis en train de préparer un projet pour lui. Alors, effectivement, maintenant, soit la conversation continue sur les Gilets jaunes et l'état d'esprit dans lequel ils étaient, mais je vous ferai observer qu'ils sont à peu près dans le même état d'esprit avec le pass sanitaire. Oui, non, mais l'idée, c'est plutôt de voir, justement, en faisant le bilan de tout ça, quel outil on met en place demain pour répondre à cette aspiration latente qui dure depuis un moment. Vous avez évoqué récemment dans vos travaux parlementaires le RIC, il me semble. Est-ce que ça vous semble un des outils, un des outils qui doit appartenir à la palette d'outils qui permet de construire un projet commun? Alors, si vous permettez, je vais partir peut-être sur un plan un peu plus... j'élargis le zoom. La France s'est construite autour d'un État, d'abord avec des rois, quelques coups de guillotine plus tard avec des présidents. Justement, dans le chat, on a des questions sur quelle est votre période de référence démocratique, justement. Ce que vous évoquiez tout à l'heure. J'en ai plusieurs. Mais si vous permettez, je préfère aller peut-être jusqu'au bout. Oui, absolument. Donc, l'État et, au fond, les provinces dispersées, différentes, mais qui composaient une mosaïque de France différentes, avec des couleurs, des habitudes, des us et coutumes, et même des langues, ce qui a été un des grands échecs de nos républiques, de langues régionales, appelons-les régionales. L'État apparaissait comme au service de tous. D'ailleurs, on avait l'habitude de dire l'État c'est nous. Voilà. Il ne viendrait plus à personne aujourd'hui de dire que l'État c'est nous. On est là pour payer, mais c'est plus un État qui est à notre service et qui est bienveillant. Or, un État n'est pas un être vivant non plus, quelque part. Donc, je veux reconstruire un État qui redevienne un symbole, parce qu'en politique, les symboles sont des éléments très forts, c'est même essentiel. La politique est un art. Et un État symbole et outil en même temps. C'est-à-dire qu'il donne à celui et à l'équipe que le peuple lui aura donné les moyens
de trouver des réponses aux questions posées. Et je pense qu'une des toutes premières réponses qu'il faut apporter, c'est comment relancer dans ce pays la recherche, une recherche fondamentale qui va nous conduire jusqu'au très fond de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que deux hommes? Qu'est-ce qu'un peuple? Et puis les réponses à apporter. Et là, on a besoin de l'outil qui suggère des réponses dans lesquelles on puisera. Lorsque j'aurai fait cela au niveau de l'État, il faut le faire au niveau du territoire tout entier, qui a été mis, qui est un véritable champ de bataille, suite notamment à ces 30 dernières années où on a fait n'importe quoi, tout régime confondu, c'est pour ça qu'on nous en veut autant, mais notamment les 3 dernières lois, la loi qui... comment elle s'appelle déjà, la loi qui a fait les communautés de communes, qui a revu les conseils départementaux. Et puis, oui, il y en a 3. Moi, je les abroge de suite, parce qu'elles gèlent tout, et la France a besoin de respirer. Donc, si j'ai un État symbole et outil, j'ai aussi besoin, immédiatement, d'avoir un territoire qui vit, qui respire et qui agit. Je pense que les grandes orientations dans un pays, compte tenu de son histoire, comme le nôtre, c'est l'État qui les donne, et ensuite, eh bien, le territoire s'en empare pour les mettre en œuvre et trouver avec l'État les meilleurs moyens d'aller vite et de faire participer le plus possible l'ensemble de ceux qui sont concernés. Parce qu'ils vont s'approprier la démarche. Ce sera la leur, et ce sera leur réponse. Je pense par exemple, vous voyez, quand la France a décidé d'électrifier le pays, c'était pas gagné. C'est considérable, c'est un pays très grand quand même. Eh bien, il a dit, je vais électrifier le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois ce signal donné, eh bien, c'est les collectivités, c'est les communes, et ça a été pareil pour l'eau potable et l'assainissement, qui ont créé des syndicats, et on a par exemple des syndicats d'énergie dans tous les départements, qui ont mis en place des dispositions et qui ont installé une petite, c'est même pas une taxe, c'est une participation qui a permis de créer le Fonds national de l'électricité ou le Fonds national d'adduction d'eau potable. Ça n'a pas coûté un centime à l'État puisque on prélevait de manière minime sur chaque kilowattheure installé ou sur chaque hectolitre installé d'eau, une toute petite part, ce qui a donné des fonds considérables qui permettaient, c'était l'État qui, par le biais des préfets puis des conseils départementaux, les attribuait aux communes qui avaient des projets. Et avec la récupération de la TVA et la vente de l'eau par la suite, c'était des opérations qui ne coûtaient rien et qui finalement, en une vingtaine d'années, ont permis de régler le problème. Je verrai ça, par exemple, aujourd'hui, pour la fibre optique, où on est très en retard dans beaucoup de parties du territoire, et pour les téléphones mobiles, pour prendre des exemples, on ne téléphone pratiquement plus de nulle part. Oui, les petits espaces où on téléphonait il y a encore 2 ou 3 ans, on ne téléphone plus. Mais du coup, ça veut dire que, bon déjà, ça dit 2 choses. Ça dit que si on parle de référence, on parle plus d'une référence dans la fin des années 40, début 50, et à une époque où la France était, en tout cas l'État était un peu plus interventionniste, en tout cas plus actif dans ses projets de développement du territoire, de manière générale sur la question de l'intérêt général, quoi. Donc c'est plutôt cette période-là qui est votre référence pour répondre à la question de tout à l'heure. Hein. Oui, je pense que l'État doit revenir à son rôle, puisque malgré tout, nous avons suffisamment de siècles de référence pour savoir que nous fonctionnons de cette manière-là. Mais ensuite, l'État doit se rendre disponible. C'est pas à lui ensuite à aller mettre des lignes électriques partout, à s'occuper. Il met un cahier des charges qu'il discute, qu'il négocie avec les collectivités. Et moi, je pense que la collectivité référence, c'est le conseil départemental et les communes. Bah, moi, je fais revenir. Ça revient beaucoup dans le chat. La question qu'on nous pose aussi, c'est qu'est-ce que vous pensez de la centralisation? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que seraient vos propositions pour rétablir peut-être un meilleur équilibre entre les pouvoirs centraux et les territoires?
Donc est-ce que c'est le département, est-ce que c'est la région, est-ce que c'est la commune le bon relais? Je pense qu'il faut d'abord réhabiliter la commune, parce que la commune est l'élément, enfin, c'est pas le bon terme, c'est ce lieu exceptionnel où l'on découvre la démocratie, où on la pratique, où on l'échange. On est amené à côtoyer tous les jours Pierre-Paul ou Jacques, qu'on les aime ou pas tellement. On apprend à faire des listes municipales avec eux, à se faire élire ou même à se battre et à faire société. Et la commune peut beaucoup si on lui restitue les fonds qui lui étaient attribués, je pense notamment aux dotations globales de l'État en fonctionnement et en équipement. La commune fait un petit effort avec les impôts qu'elle peut prélever, et avec le système de subsidiarité, la commune conduit à son terme les projets qui sont de sa taille. Mais c'est déjà beaucoup, parce que tout est discuté sur place. Il faut arriver pas un consensus, ça n'existe pas, mais déjà un élément fort qui crée une dynamique. Au lieu de créer du désespoir, on crée une dynamique. Si les maires avaient gardé les mêmes pouvoirs, il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. Parce que beaucoup de réponses étaient des réponses locales. Le problème de la centralisation, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus ni l'un ni l'autre. Nous sommes un magma où tout le monde a une partie de pouvoir qu'il s'acharne à tenir, mais ce n'est pas un pouvoir bienveillant, c'est un pouvoir de contrôle, c'est un pouvoir de coercition, au lieu d'être un pouvoir ouvert, d'encouragement et d'entraînement. Donc, l'État fixe les orientations et les territoires mettent en œuvre. Évoquer la démocratie, alors pour reprendre un peu de hauteur, c'est aussi s'intéresser à la manière dont les citoyens sont informés. Vous évoquez assez longuement dans votre livre le traitement que vous avez eu dans les médias. Pour autant, on n'a pas lu de mesures précises que vous voudriez mettre en place par rapport aux médias, qui à l'heure actuelle sont détenus par quand même une poignée de personnes en grande majorité. C'est un des gros problèmes. Le premier problème qui est apparu, c'est la démission du politique. Nous avons démissionné depuis une quarantaine d'années après la chute du mur de Berlin. Le système avait été tombé. C'était le mur de Berlin et le soviétisme. Et c'était le monde en apparence libre qui avait gagné. Mais nous n'avons même pas pris un instant de réflexion. Nous nous sommes enfoncés immédiatement dans l'autre, ce qui pouvait devenir un danger mortel pour nous, c'était l'autre système possible, c'est-à-dire le capitalisme. Et nous sommes passés d'une période d'économie partagée, où chacun a son mot à dire, à un rassemblement inédit de forces, de capitaux, qui ont créé une financiarisation totale de notre pays, mais de l'humanité tout entière. Et le politique a laissé faire, il a laissé des entreprises s'acheter les unes les autres, y compris quand elles étaient vitales pour la vie du pays. Moi, je me suis levé quand, chaque fois qu'il y a eu un élément que je ne pouvais pas supporter, j'ai fait une grève de la faim, quand une entreprise qui n'avait aucun besoin d'être rachetée, voilà, je me suis dressé. Je me suis dressé quand on a fini de détruire les services publics à la française, c'était une trouvaille géniale. Je me suis dressé lorsque j'ai vu effectivement la financiarisation s'installer un peu partout. J'ai fait un tour de France. Et j'ai mis en avant le problème aujourd'hui des médias, parce qu'après les politiques, c'est les journalistes, c'est les éditorialistes qui flanchent gravement et qui acceptent, comme nous l'avons accepté, nous, en ce qui concerne les financiers, d'être à leur tour achetés, donc pris en main, par des fortunes colossales. C'est absolument, ça m'est absolument impossible à supporter de penser que c'est Monsieur Drey, je crois, qui est le patron du Monde.
C'est Xavier Niel. Xavier Niel, pardon, je les confonds. L'élection 4 ou 5, je les aime tellement. Niel, vous imaginez, il tente il y a 10 ans, il épouse la fille du plus grand Bernard Arnault. de Bernard Arnault, et il est patron du Monde. Il y a 560 journalistes, ou 460. Est-ce que vous pensez qu'il a acheté Le Monde parce qu'il aime passionnément les journalistes? Alors, il est évident que certainement, il ne pèse pas sur chacun de leurs écrits. Mais s'il a pris ça en main, c'est pour qu'on ne dise pas trop de mal de lui, peut-être. Et c'est vrai pour tous les autres moyens de communication. Alors vous me dites, mais pourquoi n'avez-vous pas prévu des solutions? Eh bien, j'ai pensé que déjà, le fait de prendre cet élément en compte, de le dénoncer bien tête, était largement suffisant. Ça rentrait dans un processus de résistance. Parce que la résistance, elle ne se décrète pas pour tout le monde n'a pas envie forcément de résister au même moment, mais c'est donner des éléments. Et c'est ensuite, dans la réflexion, dans une forme de résistance, que nous devons trouver les réponses. Alors, il est évident qu'elles ne sont pas simples, parce que c'est une puissance qui n'a pas existé jusqu'à ce jour, je crois. Puissance de rabâchage, de bourrage de crâne, auquel vous n'échappez pas, et les soviets vous déplaçaient en Sibérie quand vous n'étiez pas sage. En France aujourd'hui, et dans des pays qui lui ressemblent, on vous laisse vous dessécher tout seul, en attendant que la mort politique vous saisisse, puisque plus personne ne s'intéresse à vous. C'est clair. Vous avez évoqué la financiarisation de l'économie. Vous souhaitez résister face à ce mouvement. Comment on s'y prend et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Déjà, à essayer de l'exprimer. Alors, si l'exprimer, ça va être difficile si ça continue, comme c'est le cas depuis 5 ans, où je ne suis strictement invité nulle part. Par contre, si je gare ma voiture sur un passage à niveau qui n'existait pratiquement pas, ce qui n'est pas bien du tout, je me suis rendu compte que dans la nuit, je suis appelé par 140 des plus grands journalistes de Paris, puisque ça s'inscrit sur le téléphone, et qu'ils me connaissent, et qu'ils ont mon numéro, et que moi, je les reconnais. Là, ils s'intéressent. Chaque fois qu'il y a quelque chose de travers, là, ils me connaissent. Mais pour dire quelque chose comme vous essayez de le faire dire, là, il n'y a plus personne. Alors, je pense d'abord qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Elle est très largement avancée au niveau du peuple aujourd'hui. Le peuple sait qu'il est manipulé par ses médias. Et je peux vous assurer que France Télévisions n'est pas en reste. France Télévisions, c'est aussi un sujet de déception immense. J'ai aimé France Télévisions, j'ai aimé France Inter. J'écoute encore France Culture par moment, mais je sens qu'ils sont tellement là à faire plaisir comme des laquais à ceux qui donnent les ordres que je ne supporte pas non plus. Voilà. Le service public pour informer. Ça, c'est une idée de la France qui a déclaré le peuple souverain, qui a dit liberté, égalité, fraternité, et qui a écrit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous croyez que M. Niel connaît quelque chose à ça? Rien du tout. Bon, c'est son profit. Pour pas vouloir faire de corporatisme, quand même, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que les journalistes et les médias font face à un principe de réalité, c'est qu'il faut vivre. Et aujourd'hui, le modèle des médias aujourd'hui les oblige à, en tout cas les soumettent à l'audience, et malheureusement leur permettent pas, comme on voudrait le faire nous à chaque fois, de faire un peu du fond, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'interroge sur c'est quoi le bon modèle demain économique pour les médias, quoi. C'est le vôtre. D'ailleurs, c'est d'ailleurs, enfin, je pense un problème de parler des journalistes, parce qu'en réalité, les journalistes qui sont en situation, enfin, de CDD ou qui sont payés à la pige, il y a une énorme tendance à la précarisation, et on a tendance à parler des journalistes, alors qu'en réalité, le problème est plutôt au niveau des structures. Et effectivement des modèles des médias que au niveau des journalistes, enfin qui sans doute dans l'immense majorité voudraient bien être propriétaires de leurs médias. C'est exactement le même problème qu'en politique. C'est pour ça que j'ai pris soin de commencer par dire que c'est le politique qui avait lâché en premier. Nous avons été des lâches. Nous avons laissé des intérêts supérieurs prendre le dessus sur ce qui était l'essence même de la démocratie dans notre pays. Maintenant, alors, il est évident que tout le monde ne le voulait pas. On ne peut pas ranger les 50 000 élus que vous avez en France tous à la même enseigne. Loin de là.
C'est une minorité, mais dans cette minorité, je trouve quand même beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, c'est-à-dire d'élus de très haut niveau que je connais et qui ne disent jamais rien. De la même manière, je ne veux pas mettre, et vous avez raison, je connais des journalistes en très très mauvaise posture, surtout s'ils la ramènent un petit peu, financière, et ils ne pèsent pas beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis bien obligé de commencer par désigner les uns, faire s'interroger les autres et faire dire « mais moi je ne suis pas comme ça, vous vous trompez monsieur Lassalle, je suis au contraire, je suis obligé ». C'est la même chose pour les hauts fonctionnaires notamment. Les hauts fonctionnaires, qu'est-ce que vous voulez, ils ont toujours suivi la trace du plus fort. Lorsqu'il y a un tyran qui a commencé à sortir le bout de l'oreille, ils étaient déjà à ses pieds pour le servir, de peur de ne pas y être. Donc, je pense que c'est ça. Alors, vous me disiez, mais comment on fait? Bien, je crois que vous apportez déjà un très grand début de réponse, parce que je vous ai bien entendu, je vous vois faire. Vous vous apprêtez à inviter tous les candidats. Croyez-moi, tous les médias ne le feront pas. Moi, j'ai eu droit à 0,20 sur une échelle où Macron était à 100. Moi, j'ai eu droit à 0,20% d'exposition devant la presse en 2017. On vous invite à vous rapporter au chiffre d'Acrimed qui suit ça de manière assez précise et de manière assez intéressante. Je peux lui faire confiance à celui-là? Parce que j'ai perdu beaucoup de confiance. Les sondages d'opinion, 0. Ça fait que j'ai plus beaucoup de confiance en moi. Alors après, vous me parliez d'affaires, je vais vous laisser m'interroger. Ok, vas-y, Sylvain. Parce que vous passez sur l'IRIC, etc. Mais on va changer un peu de perspective et justement dans cette volonté de reprendre le pouvoir, de sortir d'une économie très axée sur le profit. À propos de l'Union européenne, vous parlez de monstres ingouvernables et comment est-ce que vous voulez vous y prendre pour changer le fonctionnement de l'Union européenne, sachant que voilà, vous n'avez pas la volonté de sortir de l'Union européenne? Je crois que, comme dans les autres sujets, il faut prendre le soin d'abord de comprendre exactement ce qui se passe. Je crois qu'on ne comprend réellement, quelqu'un me faisait observer, que lorsqu'on est en situation et lorsqu'on a tous les éléments, mais moi je ne peux pas dire que j'attends d'être en situation pour prendre des mesures. Alors, s'agissant de l'Union européenne, il faut se souvenir du contexte. Elle est née dans un immense espoir, peut-être un des plus grands espoirs, qu'est constitué l'avènement d'une organisation humaine nouvelle, après tant de bains de sang, voilà. Mais malheureusement, avec la chute du mur de Berlin, le fait que ce capitalisme se financiarisant n'a pas du tout adhéré au projet de ses frères, décidant ensemble d'une organisation totalement nouvelle, en travaillant ensemble, et au contraire, a fait en sorte que ça devienne tellement compliqué que personne n'y comprend rien, en mettant une machine, comment on appelle-t-on ça, administrative, féroce, très importante, en financiarisant toute forme de relation, la PAC, mais pas que. La PAC a fait perdre tout de valeur au prix agricole. Pourtant, s'il y a quelque chose qui nous tenait à cœur, mais en faisant que c'est un esprit de concurrence qui s'est établi. Donc, pour l'Union européenne, je pense qu'il appartiendra à nos enfants, si nous sauvons la paix, de finir de mettre au point. Moi, je veux que la France retrouve sa part de souveraineté, comme l'ont fait les Britanniques il n'y a pas si longtemps. On n'a pas le temps de tirer les enseignements, mais on commence quand même à voir les grandes lignes. Et alors pourquoi ils ont une posture très radicale, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de quitter l'Union avec alors des conséquences là court terme qu'on voit, comme les pénuries d'essence, tout ça. Vous, pour être clair et pour que ça soit clair pour nos auditeurs, vous souhaitez plutôt donc essayer de réformer l'institution de l'intérieur
mais ne pas quitter l'Union européenne? Ou alors, est-ce que, si, une fois président, vous constatez que vous n'êtes pas en mesure de changer les traités, est-ce que vous prenez la décision un peu radicale de quitter l'Union? Les Britanniques ont fait du britannique. Et nous nous sommes suffisamment opposés. C'est quand même un nom qui, dans les grandes lignes, le Royaume-Uni et la France avons dessiné les grandes lignes de ce qu'est l'humanité aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, nous avons été parmi les plus constants. Et nous sommes encore deux États qui pouvons peser. Nous avons tous les deux un siège à l'Organisation des Nations Unies. Mais les Britanniques, c'est pas compliqué. Lorsqu'ils voient une petite manière de se distinguer, sachant qu'ils sont sortis de la décolonisation peut-être d'une meilleure manière que nous, qu'ils ont gardé avec le Commonwealth des relations beaucoup plus proches, plus étroites avec leur ancienne... et avec leur langue. Et avec leurs anciennes possessions, ne sont pas du tout dans la même affaire. L'Europe, ils y ont été parce qu'ils ne voyaient pas comment ils pouvaient faire autrement. Dès qu'ils ont vu une porte, alors je finis. Ouais. Tandis que la France n'a pas joué ce rôle, si on veut bien le regarder. Il suffit de regarder ce que pouvait écrire il y a longtemps quelques-uns de nos plus grands penseurs et beaucoup plus proches de nous, dans une époque pourtant très difficile, Victor Hugo, qui voyait l'union de ces peuples s'entretuant. Moi, je pense que la France doit retrouver une part de souveraineté parce que d'abord, elle assure la défense de l'Union européenne et elle est maintenant toute seule. Avant, il y avait les Anglais qui ont un budget militaire à peu près équivalent au nôtre, mais ils ne sont plus là. Ils sont ailleurs et ils nous le montrent d'ailleurs tout de suite. Donc nous devons le faire. Avec le programme nucléaire, nous avons acquis une part, on peut en discuter 1000 ans si l'on veut, mais d'autonomie qu'aucun autre pays n'a réalisé. Mais nous avons été à l'origine des grandes réussites de l'Union européenne, comme nous avons été un élément essentiel de la montée en civilisation de l'humanité à travers une langue certes très difficile, mais porteuse d'idées, de débats, de légèreté aussi parfois. Les Britanniques ont plutôt fait, vous savez, aujourd'hui l'anglo-dollar, quoi. Et c'était pas pareil. Et je pense que nous devons prendre la mesure des efforts considérables que nous faisons, et de tout ce que nous avons sacrifié. Sur cette voie-là. Nous avons sacrifié notre agriculture, nous avons sacrifié notre industrie, nous avons sacrifié notre commerce de proximité. L'Allemagne, les autres pays n'ont pas fait ça. L'Allemagne ne nous livre pas 50% de son énergie pratiquement à l'œil. Donc il faut que la France puisse trouver les moyens de refaire ce qu'on a fait de bien à l'Union européenne ou pendant les 30 glorieuses en France, c'est reprendre l'initiative par la recherche fondamentale, la recherche appliquée, où nous avons été les meilleurs dans la création des trains, les meilleurs dans la création des avions, de la télévision. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de refaire Airbus? Pas du tout. Les Anglais sont plus là, les Allemands rechignent, les Italiens, les Espagnols, ils font ce qu'ils peuvent, on ne peut plus. Donc il faut recréer les conditions, et pour ce faire, la France doit retrouver sa part de souveraineté dans un contexte qui est d'ailleurs celui qui fonctionne, mais on ne le dit pas, d'Europe des nations. Pourquoi n'a-t-on pas du tout analysé ce passage intermédiaire qui pourtant avait été proposé par le général de Gaulle? Au fond, on serait tout obligé de se concerter, mais on pourrait décider. Là, il faut l'unanimité ou rien. Le résultat des courses, lorsque vous avez des bateaux qui s'échouent, mis en œuvre par les pires voyous, les pires mafias, avec des femmes, des hommes... On a du mal à se mettre... qui ramperaient pour sauver leurs enfants. Ouais. Les Italiens les renvoient aux Français, les Français aux Espagnols, les Espagnols aux Grecs. Pas de décision. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Nous n'avons jamais pu harmoniser la moindre décision. Et regardez dans le dernier élément où malheureusement les États-Unis nous font un très mauvais tour avec l'Australie et encore une fois nos amis anglais, qui
quelles sont les voix que vous avez beaucoup entendues en Europe. Moi, je n'en ai pas entendu. J'en ai même entendu pour se réjouir. Si il y a par la voix de la présidence de la Commission, il y a quand même eu une réaction par rapport à ça, de solidarité vis-à-vis de la France. Alors peut-être pas de chaque chef d'État de l'Union européenne, mais il y a eu, en tout cas du côté des institutions, un peu de réaction, en tout cas. Oui, je savais à peu près celle de la force de Munich, pour rappeler... un parallèle historique pour les plus jeunes. Voilà. Okay. Oui, mais l'Europe des nations, ça a été proposé par le biais du plan Fouchet en 62 et 63. À chaque fois, c'était refusé par les 5 autres pays. Il y a seulement la France qui voulait aller dans cette direction-là. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est 27. Et vous avez dit au début de l'interview que vous, lorsqu'il y a des choses qui vous révulsaient, vous étiez prêt à poser des actes forts. Vous avez parlé de votre marche, de votre grève de la faim. Quel type d'acte vous seriez susceptible de poser si vous voyez que, malgré votre volonté, ça fonctionne pas? Par exemple, le général de Gaulle, il pratiquait la politique de la chaise vide. Eh bien, je le ferai très volontiers, parce que ça permet de prendre conscience d'une situation et ensuite d'avoir envie de se retrouver. Je ferai ce que j'ai fait au moment de Maastricht, où j'ai voté non. Pourtant, j'appartenais à l'époque à un des partis qui était le plus en pointe pour le vote de Maastricht. Maastricht est quand même un acte fondateur parmi les actes fondateurs. Et je trouvais que ce système n'avait aucune chance de marcher parce que nous n'étions pas à ce niveau de partage entre des pays relativement très avancés et l'Espagne à côté de nous qui était encore en plein Moyen-Âge et qui sortait de Franco, tout comme nos amis portugais ou bien d'autres. Et je trouvais que ça ne pouvait pas marcher. Donc j'ai posé des actes. Et ils n'ont pas été entendus. Non, moi je pense qu'il faut dans cette affaire éviter de cliver une fois de plus. Je crois qu'il ne faut pas reprendre l'exemple britannique. Il est contre-productif. Je crois qu'il faut aller dans le sens de rassurer nos frères européens, comme je veux rassurer mon propre peuple, mais lorsque la France va mieux, les autres vont mieux aussi. C'est certainement pour ça qu'on a dit que nous avions une dimension universaliste. Et lorsque la France va très mal, les autres ne vont pas mieux. Donc il faut commencer, et puis ensuite, je crois qu'il faudra prendre des sujets. Je crois que l'un des premiers aujourd'hui, c'est de reprendre la recherche, d'arrêter de gesticuler comme des fauves en cage, en disant l'énergie, le réchauffement de la planète. Mais quoi, le réchauffement de la planète? Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on en parle? Mais rien du tout. Il y a 10 ans, tout le monde était terrorisé par le trou dans la couche d'ozone. Heureusement qu'avec nos mains agiles, nous avons été réparés, il n'y a plus de trou dans la couche d'ozone, etc. Un peu de simplicité aussi, un peu de connaissance des climats, du temps et de l'histoire ne nous ferait pas de mal non plus. Et partir de là, la recherche. Parce que la recherche, c'est un état d'esprit qui fait que tout le monde peut y être invité. Vous êtes journaliste, vous avez une expérience extraordinaire, allez au boulot. Le retraité qui s'en va souvent, le cœur lourd, parce qu'il aurait encore un peu de temps devant lui, mais on lui donne une pièce pour qu'il continue à former autour de lui, à aider. Le jeune qui a tant de mal à rentrer dans la vie, et s'il a fait des études considérables, 50% d'entre eux sont obligés de regarder où est le Canada, l'Australie et la Californie. Voilà. Et ceux qui n'ont pas d'études, ils n'ont aucune solution, alors qu'il nous manque des millions, paraît-il, de postes de main-d'œuvre parce qu'on ne les forme pas du tout. Alors juste pour revenir et conclure sur la question européenne et pour passer à un autre sujet, juste une question très courte sur l'actualité. Vous avez vu qu'en Pologne, il y a un débat en ce moment. Il y a un décret qui a été publié pour faire valoir les lois polonaises, pour faire primer les lois polonaises par rapport aux lois européennes, ce qui contrevient un peu au principe même de l'Union. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle à suivre? C'est quoi votre position par rapport à cette actu? Et même votre avis sur la primauté des règles européennes, sur les lois françaises? Mais écoutez, on fait plus de bruit
pour une divergence certes importante des Polonais sur des sujets importants, que lorsque les Polonais font une commande d'armes directement aux États-Unis. Ça, on en touche une ligne, le reste, on en fait des plats et des plats, comme s'il fallait vraiment se battre et se disputer. Moi, dans l'Europe que je vois, je pense qu'il est impossible. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, pardon, mesdames et messieurs les Américains. Nous avons quelques siècles de plus d'avance. Vous voyez, la Pologne, c'est pas le Connecticut. La Grèce antique n'est pas forcément la Californie. La Rome, c'est pas non plus le Massachusetts. Et la vieille Espagne, c'est pas la Caroline du Nord. Parce que la France n'est certainement l'État de New York. Donc vous voyez, prenons le temps avec nous. Comment voulez-vous gommer des modèles qui ont quand même permis, encore une fois, à l'humanité de monter en civilisation, parce que nous n'avons pas tout échoué, nous n'avons pas fait tout mal, et il faudrait repartir de ce que nous avons su faire en commun. Et nous avons su apprivoiser nos religions, ce qui nous a pris très longtemps, ça a été très, très violent. Nous avons su trouver, ma foi, nos espaces et nos territoires. La France a trouvé un espace rêvé qui était presque fait pour elle, dont elle rêvait, bordé de mers et d'océans, avec des montagnes pile là où il les faut, au carrefour du monde, pour le marcheur comme pour celui qui vole, comme celui qui se sert de la mer. Et nous ne nous servons plus du tout de cela. Donc la Pologne, ben, écoutez, laissez-la vivre la Pologne. Okay. Et elle va vite, si elle voit qu'elle sort elle va vite se corriger, elle va se remettre. Mais moi je ne vois pas tellement comment les admonestations de ceux qui n'ont aucun exemple concret à vous soumettre peuvent vous faire avancer. Au contraire, moi ça m'énerve. Donc j'ai plutôt tendance à continuer à enquiquiner ce qui m'énerve. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est une autre manière aussi de concevoir l'Union européenne. Et si on décidait que l'Union européenne, c'est avant tout la paix, c'est les moyens que l'on peut se donner pour y parvenir, c'est à nouveau la solidarité que nous avons perdu de vue, et c'est un lieu qui doit être aimé. Alors, sur la question comme la France doit être aimée. Je m'excuse, sur la question de la solidarité européenne, justement, il y a un sujet sur lequel on n'a pas été très solidaire aussi de manière générale, c'est sur la question de l'évasion fiscale. On n'a pas vraiment très bien coopéré. Là, l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale refait l'actualité avec les Pandora Papers. Déjà, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ça? Et est-ce que vous avez des propositions dans votre programme, dans votre projet présidentiel, concernant la question de la fiscalité? Comment vous faites revenir notamment les exilés fiscaux? D'abord, un petit passage de résistance pour bien mettre en exergue ce qu'il ne faut plus faire et résister à ce système. C'est une honte que dans cet espace qui donne des leçons de morale au monde entier, on soit les premiers à, de nouveau en tête de hit parade de nos paradis fiscaux, tout ce qu'on retrouve déjà. Pour le reste, je crois que si l'on passait un accord avec les Allemands, les Hollandais et les pays les plus concernés par le sujet, en disant mais enfin on ne va pas continuer comme ça, on se met une balle tous les jours dans le pied nous-mêmes. Mais là, même récemment, l'Union européenne a retiré, je crois, 3 pays de la liste des paradis fiscaux. Oui, c'est ça. Les Seychelles, l'île d'Anguilla et la Dominique. Mais ça montre bien que ce n'est pas une représentation directe des peuples qui gouvernent l'Europe. C'est personne. Normalement, c'est les chefs d'État qui doivent être tous d'accord, mais c'est tellement emmerdificoté dans un univers technocratique que personne n'y comprend rien. Et vas-y que je t'en fume. Tandis que si vous prenez des responsabilités, comme je le souhaite de nouveau pour les communes à la base, comme je le souhaite pour l'État français ensuite, qui sera un symbole et un outil au service de celui que le peuple et de l'équipe que le peuple aura élu pour trouver des solutions, eh bien, de la manière qu'on va en trouver en France, on en trouvera à l'Europe pour que ce scandale
cesse. Parce que pris séparément, aucun dirigeant européen ne peut cautionner cette affaire, même ceux qui en bénéficient. Alors, certains pays se sont un peu bâtis sur ce modèle-là. Par exemple, l'Irlande, où vous avez mentionné les Pays-Bas. Aujourd'hui, qui plus est, ils figurent pas sur la liste des paradis fiscaux émises par l'Union européenne. Ça paraît quand même difficile de les faire rentrer dans le rang. Mais il subsiste encore une forme de compétitivité fiscale entre les pays de l'Union. Si nous relançons dans la recherche que j'appelle de mes voeux, pour explorer tous les champs du possible, pour regarder ce que les us et coutumes nous ont enseigné à travers l'histoire, ce que la solidarité peut faire, je suis persuadé que l'on peut convaincre l'Irlande de renoncer à un système qui est quand même assez récent, parce qu'il monte à une trentaine d'années. Et c'était déjà pour mieux faire passer l'idée d'Union européenne, qui quand même est à l'origine de tout ce maelstrom. Eh bien, moi je pense que si on propose, c'est un peu comme le glyphosate. On m'a reproché d'avoir voté une prolongation pour le glyphosate, mais on avait promis aux paysans, j'y suis pour rien moi, c'est l'équipe à Macron. Bon, on promet aux paysans qu'ils vont... on n'a pas réussi à trouver pendant ce temps, donc ils peuvent continuer à s'en servir, mais c'est la moindre des choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut interrompre la recherche jusqu'à ce qu'on ait trouvé un produit qui réponde à la question sans détruire toutes les abeilles de la terre et toutes les ruches, vous comprenez. Mais si vous laissez l'Irlande seule face à son problème, elle ne peut pas. Et si vous continuez à l'encourager par vos politiques, eh bien, elle peut encore moins y arriver. Et c'est vrai pour les autres pays. Je pense qu'il faut discuter aussi avec la Suisse, il faut discuter sérieusement avec la Hollande, qui est quand même des grands pays. Mais enfin, la Hollande a su faire autre chose. Bon, c'est sûr que c'était un grand pays explorateur qui s'est souvent payé sur la bête. Et elle en a bien profité parfois. Enfin, tout le monde en a profité un petit peu aussi. Mais c'est pas en entretenant les mœurs les plus noires ou les plus sombres qu'on a quelque chance d'en sortir. Au contraire, je pense que c'est de dire ce à quoi elle mène. Regardez le scandale. Il est tellement grand qu'on n'arrive même pas à l'expliquer. Et on essaye d'aller le moins possible dans l'explication. Non, mettons les choses à plat. Regardons le champ des possibles. Trouvons une solution pour que l'Irlande puisse s'assumer, d'autant qu'elle doit assumer la nouvelle situation que lui impose le Brexit. L'idée de renforcement de la recherche, ça rentre dans le cadre de la planification économique que vous avez évoquée tout à l'heure avec l'électrification, la mise en place des réseaux d'eau, le TGV. Là, ces derniers jours, Emmanuel Macron a annoncé le plan France 2030 qui est censé... disons, tracer la voie des grandes avancées technologiques pour la suite. Quel regard vous portez sur ce projet? Est-ce que ça rentre dans l'idée de la manière dont vous voyez les choses ou est-ce que ça n'a rien à voir? Il fait du Macron. C'est-à-dire que lorsque je me suis rendu chez François Hollande pour lui rendre compte du Tour de France que j'avais fait, 6000 kilomètres en 9 mois, je lui ai remis un rapport qui a d'ailleurs été rédigé par Dalila qui est ici, et mon livre. Je me suis rendu compte qu'il y avait un jeune homme que je ne connaissais pas, qui s'intéressait beaucoup à toutes les explications. Plus même que François Hollande, qui m'avait pourtant reçu pendant 2h30, et qui m'a dit à un moment donné, mais tout ce que tu dis, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Puis il a senti que j'étais un peu... Il est venu m'accompagner. Puis ce jeune homme, je l'ai vu cheminer et progresser. Et 2 ans et demi après, ou 3, il s'est levé, il a fait 3 fois le tour du salon, et il a dit « en marche ». Et ça a marché. Et ça a marché sur tout ce que m'avaient dit les Français. Sauf qu'il ne l'a pas mis en utilisation de la même manière. Il peut mettre autant de milliards qu'il veut, s'il ne dit pas où il veut aller. Et de quelle manière, ces 30 milliards, d'ailleurs, je ne sais pas d'où il va les sortir, mais qui sont voués au néant. S'il dit, par contre, la priorité de la France, avec l'appui de ses frères européens, c'est de trouver la nouvelle énergie.
Et puis d'arrêter de caqueter inutilement. Le pétrole n'est plus qu'une source de guerre à l'infini. C'est une source de commerce dégueulasse. Je te vends des armes, je t'organise le football, la Coupe du Monde au Qatar. On va voir Bellemine, là, je ne sais pas que va dire M. Jadot quand il faudra y aller, si jamais il est président. Il va y aller ou pas, je n'en sais rien. Mais trouvons une solution. Le solaire était très avancé dans les années 60. Moi, quand je vais à Font-Romeu, je m'arrête, alors maintenant c'est un peu vieux, mais ces miroirs kaléidoscopiques qui réfléchissent sur un point donné, même pas la force du soleil, mais l'énergie de la lumière, créent un arc d'une puissance telle qu'elle crée une force électrique. Nous sommes la deuxième façade maritime du monde. On sait très bien que les mouvements des marées, je ne parle pas de la marée motrice de la Rance, qui a déjà 60 ans aussi, et qui était juste une petite déclinaison. Mais je pense à la force des marées. Pourquoi ne réfléchissons-nous à rien là-dessus? Et je pense au choc thermique que constitue le fait de passer l'eau en surface à 23 degrés, à quelques, je ne sais combien de moins de degrés, à 10 000 mètres plus bas, ou même à 5 000 mètres pour être modeste. Alors, je crois qu'il y a, non, je m'excuse. Si M. Macron dit, voilà, c'est sur l'énergie que nous portons l'effort, parce que ces changements climatiques ne sont plus supportables et ils nous mettent en péril, voilà, je mets 30 milliards sur la table, notamment pour cela, mais aussi pour relancer l'agriculture en France, puisqu'il le dit, mais il explique comment. Puisque plus personne n'a la moindre idée comment un jeune peut reprendre une exploitation familiale. Alors, comment c'est compliqué. Une petite question sur l'énergie avant de passer, si vous voulez, sur l'agriculture. Dans votre livre, on a été un peu étonné de voir qu'effectivement vous évoquez ces sources d'énergie-là, mais vous évoquez pas du tout les éoliennes. Est-ce que vous êtes fâché avec les éoliennes ou est-ce que... sachant que si on parle de la mer, notamment, les projets qui sont en cours, là, qui ont été portés par le gouvernement, sont plutôt sur l'éolien offshore. Il y a plusieurs projets, très gros projets en cours de construction. Et bien sûr, il y a le débat sur l'éolien à terre. Hein. Voilà, c'est quoi votre positionnement là-dessus? Non, mon positionnement, c'est que c'est au minimum une idée qui est très loin d'être aboutie. Ça manque de recherche, ça manque d'études d'impact. Parce que je vois sur les territoires où il y a l'éolienne, indépendamment du cadre de vue, parce qu'il n'y aura jamais rien de parfait. Mais le champ magnétique que ces braves éoliennes impriment au sol sur lesquels ils sont installés font crever les vaches, créent des turbulences extraordinaires pour tout ce qui touche au règne animal, et même au règne végétal. Parce qu'on n'a pas pris soin de voir quelles étaient les interférences et comment on pouvait les traiter. On parle beaucoup des déchets radionucléaires, c'est une très grande catastrophe que de les enterrer ou de les envoyer en Russie, avec la confiance qu'on peut leur faire, mais actuellement, mais ça pourra changer. Il y a notamment le projet d'enfouissement à Bure, un très gros projet d'enfouissement de déchets nucléaires, qui là pour le coup est en France. C'est indigne de notre pays. Okay. C'est indigne. Donc, je crois que c'est pas le bon projet. En tout cas, ce n'est pas un projet qui donne des motifs de croire en une énergie nouvelle. Elle a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et alors, juste pour conclure sur l'énergie, sur l'éolien offshore, du coup, qui là pour le coup est loin des pâturages et du coup des Vous avez le poisson. Effectivement. C'est tout à fait vous avez vu le poisson, combien ça fait vite monter l'adrénaline de ceux qui peuvent en être privés. Moi, je pense qu'il y a eu les moulins avant, ils ont eu leur succès, mais vous voyez le luxe de précaution que prenaient aussi les meuniers qui avaient des moulins avant. Ils les mettaient dans certaines zones et puis ils ne les multipliaient pas. Il y avait au moins autant de moulins à eau que de moulins à vent. Okay. Et c'était, tandis que là, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Aujourd'hui, je parle de l'électricité, mais chez nous,
nous pourrions, bon, ça ne serait pas suffisant, mais produire beaucoup plus d'énergie dans nos montagnes électriques avec des microcentrales comme j'en ai fait une. Mais on a voté plusieurs fois. De la micro-hydraulique du coup. Hein. Oui, qu'est-ce qui s'oppose? C'est les associations de protection de la nature. Et tous les Verts sont opposés, alors qu'on l'encourage. Mais que faisaient les meuniers autrefois? Et puis je peux vous assurer que ça a beaucoup moins d'impact parce que vous êtes obligé de souscrire à un débit réservé qui garantit la vie des poissons, qui est autrement plus sécurisant que ces ondes magnétiques que vous introduisez dans tous les champs et que vous allez introduire sur les mers maintenant. Je suis très opposé à ce mode d'énergie. Moi, je crois que là, les auditeurs l'auront compris, donc plutôt solaire, houlomoteur et micro-hydraulique dans la mesure du possible. Exactement. C'est très clair. Ok, alors on a eu beaucoup de questions après sur le thème de la jeunesse, c'est normal. Alors, un peu au hasard, on se demandait notamment votre position sur le numérique. Dans votre programme de 2017, il y avait quelques éléments là-dessus, notamment introduire très tôt des cours de code ou d'informatique à l'école, et notamment en primaire. Et dans votre livre, là, il y a une sorte un peu de défiance ou d'inquiétude vis-à-vis du tout écran ou tout numérique. Comment vous envisagez ça? C'est quoi l'école de 2021? Encore une fois, j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme, comme chaque fois qu'un élément ou qu'une perspective me paraît trop lourdement engagée. Je crois que nous avons joué les apprentis sorciers. Certes, le numérique, à première vue, vous libère de tout. Vous avez toute l'information que vous voulez, comme vous voulez. Le problème, c'est qu'il y a plein de coquins qui peuvent rentrer dans le jeu pour la faire à leur manière. Et vous racontez toute votre vie sur Internet et gratuitement, parce qu'Internet est mis à votre disposition gratuitement. Je ne pense pas que ce soit une forme d'émancipation, de libération de l'être humain, de retour citoyen que l'on puisse imaginer. Donc c'est la raison pour laquelle je dis oui. Dès que l'enfant est en âge, d'abord il apprend à lire, à écrire, à compter en français. Moi, ça m'est égal que son père soit issu en ligne directe de Vercingétorix ou qu'il soit rentré nuitamment la nuit dernière, je ne sais pas trop comment. Il dit ici on apprend le français parce qu'on est en France. Et en même temps qu'on apprend de nouveau, après avoir soulagé ceux qui ont cette formidable mission de transmettre le savoir. Moi, je suis pour un retour à l'instruction publique. Parce que l'instruction publique engage la République, ça engage l'ensemble du peuple. Et puisque nous avons réussi une première fois ce tour de force inégalé que personne n'a jamais fait après nous, d'instruire tout un peuple entier, nous devons pouvoir le refaire. Mais apprenons aussi à nous servir du numérique, à le contrôler, de façon à ce qu'il ne soit pas le maître absolu, mais qu'il réponde, comme toute autre chose dans le genre humain, à une volonté humaine. De la même manière que j'avais suggéré qu'on apprenne aussi à se servir un petit peu des arts martiaux. On a vu ça effectivement dans votre programme. Parce que l'insécurité telle qu'elle est, et la meilleure manière d'y revenir, c'est que ce soit au niveau des êtres, que ça se passe eux-mêmes. Je suis sûr que quelqu'un qui vous agresse, vous lui faites ce qu'il faut avec ce que permettent les arts martiaux, il comprend tout de suite à qui vous avez affaire. C'est à la portée d'une fille, même la plus fine que vous pourrez trouver. Voilà. Donc, effectivement, l'école doit redevenir le creuset. On doit orienter beaucoup plus vite qu'on ne le fait pour les enfants qui savent où ils vont. Et on doit s'attarder et prendre notre temps. On a les moyens aujourd'hui de suivre un dossier scolaire depuis l'âge de l'entrée en maternelle jusqu'à ce qu'il en sorte à 30 ans ou 32 ans comme M. Macron, ou 31 ans. Donc on peut le faire. Il y a des enfants qui ont besoin du temps dans leur enfance parce qu'ils confondent les couleurs, parce qu'ils sont plus timides, ils sont quasiment... ils sont imprégnés d'art quasiment, et ça vous fragilise face à d'autres enfants qui ont d'autres atouts, mais qui ne se posent pas ces problèmes. Donc moi, tout ce qui peut avancer vite, qui peuvent devenir des Gustave Eiffel dans les meilleurs délais, allez hop,
au boulot. Ceux qui ont l'intelligence de la main pour imprimer la volonté à la matière, eh bien, on peut les faire avancer aussi. Ce seront les grandes entreprises de demain. Elles reconstruiront des entrées de villes et de nouvelles villes aussi belles que nous fabriquâmes, que nous construisîmes des villes à l'intérieur, et elles relanceront les campagnes. Et puis, je pense qu'il faut une véritable politique en faveur des handicapés, parce que les handicapés, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, peuvent jouer un rôle considérable dans la société si, une fois de plus, on fait fonctionner la recherche pour voir, dans le champ des possibles, quelle est leur potentialité. Ensuite, je suis pour l'instauration d'un service militaire, civique ou civil, à 18 ans, pendant 10 mois, comme ça je ne coupe pas une année scolaire en deux. On part, du septembre, le 20 septembre, nous laissons faire la rentrée, et on sort le 20 juin. Au terme de cette année très importante, on va rentrer en contact avec des jeunes gens qu'on n'aurait jamais eu aucune chance, qu'on n'avait pas une chance de retrouver. Ceux de Sarcelles, ceux de la plaine Saint-Denis, ceux de Menguette, ceux à Lyon ou ailleurs, etc. Et ils vont voir aussi des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont venus d'une campagne dite profonde, etc. Ils vont voir des jeunes qui font des études, etc. L'idée, c'est qu'ils puissent faire ensemble. Ils puissent échanger. À la fin, ils se séparent, je leur mets, c'est ma mesure la plus chère, 2 annuités de retraite, les 2 les plus difficiles à attraper, à prendre, mais qui compteront le moment venu. Je fais en sorte que ceux qui sont sur des cycles de formation puissent se servir de la proximité de ceux qui ont déjà appris cela. Et qui sont prêts à leur donner un petit coup de main avec la bienveillance d'un adjudant ou d'un professeur, si c'est un service civique. On a eu des questions justement sur ça. Et puis, je fais en sorte qu'ils puissent passer tous les permis de conduire et qu'ils se séparent avec les 06 et le mail de tous. Ce qui fait qu'on retrouvera ce qui s'est passé. Une forme de solidarité, quoi. Eh bien, de lien. Moi j'étais épaté de voir mon père avait comment on disait, l'adresse, parce qu'à l'époque, tu n'allais pas plus loin, tu n'avais même pas le téléphone, mais l'adresse d'un juge à Tourcoing. Ah oui, il avait là. Et il lui écrivait, et il s'écrivait longuement. Mais si nous voulons retrouver un peu de cohésion dans ce pays morcelé à l'extrême, où tout le monde est dressé contre tout le monde, eh bien, je ne vois pas d'autre formule. Alors, si on commence à le faire par 5 ans, parce que je ne peux pas m'engager au-delà de 5 ans, je peux vous dire que c'est de nature à changer totalement la perception que chacun d'entre nous porte sur l'autre. Donc ça concernerait 800 000 jeunes par an. C'est aussi un peu l'ambition du service national universel qui a été initié par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que c'est Macron, 30 millions, mais il ne dit pas pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire, etc., qu'est-ce que vous allez faire, etc. Moi, c'est précis, c'est un énorme challenge. Moi, je veux qu'on décrive comment on va les abriter, les loger. On va peut-être pas pouvoir se servir même des vieilles casernes, parce qu'elles ne sont certainement pas adaptées, mais il y a la capacité aujourd'hui de créer des tentes blanches magnifiques, etc. On n'est peut-être pas obligé de tout reconstruire. Je peux vous déjà assurer qu'il y a des hôpitaux, il y a des maternités, il y a des cliniques, mais il y a aussi des lieux où il n'y a plus rien et où tout est à reconstruire, où il y a de la place pour faire. Et moi, j'étais très marqué dans ma jeunesse. Mon père a fait venir très tôt des jeunes d'une association franco-allemande, Jeunesse et Reconstruction. Mais si vous saviez les bienfaits qu'ils ont apportés, ils venaient pour travailler, on les apprenait, et ils ont fait des chantiers qu'on n'aurait jamais fait. Ils ont fait des murailles, des murs de soutènement que personne n'aurait fait, et ils étaient déjà, c'était pourtant pas la chute du mur de Berlin encore, il y avait des Allemands, des Irlandais, des Tchèques, etc., mais ils apprenaient à se connaître, et il suffisait d'un encadrement pas très important, mais comme ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient ensemble, ils n'étaient pas mécontents des javas qu'ils faisaient aussi de temps en temps le soir, c'était pas le bazar, eh bien, ils progressaient beaucoup, et ils se sont
pas perdu de vue. Bien sûr, quelques-uns. Il n'y a pas le risque que ce soit justement du travail avec des dérives comme on peut les voir à l'heure actuelle avec le service civique qui, dans certaines administrations particulièrement, a plutôt tendance à faire office de fonctionnaires low cost. Ouais. Il n'y a pas ce risque-là de prendre la place finalement de salariés ou de professionnels? C'est pour ça que j'ai un besoin absolu de rassurer, d'apporter toute ma force intérieure, ma joie intérieure. La joie, c'est un bonheur, vous voyez, comme un bonheur. C'est le bonheur qui vous fait gagner. Et d'expliquer qu'effectivement, nous avons une administration qui est à U et à Dia. Le diable n'y retrouverait plus ses petits, mais c'est pas parce qu'elle va recevoir ou pas recevoir des jeunes du service national ou civique ou militaire obligatoire qu'elle ira plus mal. Au contraire, si les hommes et les femmes qui sont dans ces administrations, qui bien des fois souffrent, parce qu'ils ne savent même pas à quoi sert leur travail. Ils sont incapables de l'évaluer. Ils sont payés à coups de fronde. On leur fait comprendre que s'ils pouvaient dégager le terrain encore plus vite, ça irait mieux. Mais s'ils retrouvent de nouveau une raison supérieure de s'impliquer, ça ne sera pas du tout le même état d'esprit. Par contre, il ne faut pas les lancer, comme les a lancés M. Macron, comme un exploit pour faire valoir cet immense mérite. Il faut beaucoup plus de modestie, il faut pouvoir en appeler à l'expertise de chacun, celui qui sait et qui peut apprendre un peu, celui qui ne sait pas trop et qui a un urgent besoin d'apprendre tout en apportant sa jeunesse, sa fougue et aussi sa capacité d'émotion et de bonheur. Merci Jean Lassalle. On s'approche de la fin de l'émission. C'est votre deuxième campagne présidentielle. Une des questions qu'on souhaitait vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez retenu de votre première expérience et qu'est-ce que vous allez faire différemment peut-être cette fois-ci. La première a été un assassinat politique. Un assassinat politique. Il faut que je m'apprenne à mieux parler parce que je mange un petit peu les paroles, c'est pas bon. On ne me comprend pas bien. Là, on vous comprend très bien. C'était très clair. Donc, c'est-à-dire que dès que j'ai été candidat, j'ai fait une émission à Europe 1. Il a fallu que j'apprenne 8 mois. Que j'attende 8 mois pour être invité chez M. Ruquier dans une émission Coupe-Gorge, alors qu'il m'avait reçu très bien 5 fois auparavant. J'ai fait quand même la plupart des grandes émissions de télé et de radio pendant une quinzaine d'années. Je n'étais pas un inconnu. D'ailleurs, à l'époque, le dernier sondage qui m'a été favorable, c'était pour le journal du Parlement, qui faisait 2 mois, quand j'ai démarré, le député le plus connu en France et même en Europe. Bon, j'avais fait un tour d'Europe aussi, donc bon, voilà. Et aujourd'hui, plus personne ne parle de cela. Donc c'est un assassinat, puisqu'on ne m'a jamais donné l'occasion de m'exprimer. Je n'ai même pas pu présenter mon projet. Je me suis battu comme un chien pour avoir les signatures grâce à Dalila et une équipe extraordinaire qu'on avait mise en place. Et puis, j'ai été invité à reprendre la parole dans les 15 derniers jours, un peu, mais il y avait tellement, TF1, France 2, Bourdin 2 fois, un suivant, etc. Mais enfin, c'est impossible. Mais là, c'était trop tard. Chacun a déjà choisi son petit Macron, son petit Fillon, son petit Mélenchon. Il n'y a plus de place, c'était fini. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de tenir compte de ce contexte très défavorable pour l'instant, parce que des batteries de sondages ont eu lieu sur mon compte, et elles ont montré que j'étais un de ceux, par son expérience, mais sa manière de parler aussi aux autres, de se parler à soi-même, de se raisonner et de donner toute sa passion et toute sa force, de changer, même de faire basculer le cours des choses. Donc c'est à moi d'en tenir compte. Et là, je n'ai pas encore à ma disposition l'outil symbole et outil
Je n'ai pas la force d'expertise des communes qu'on a complètement perdue. Je n'ai que le bon sens de celles et ceux qui nous écoutent ce soir et demain et qui pourront dire « et pourquoi pas ?» Une très bonne c'est un joli synthèse et mot de une la fin. très belle conclusion. En tout cas, ça a une belle idée de comment vous allez aborder la campagne, cette deuxième campagne présidentielle. Merci beaucoup. Jean Lassalle, merci beaucoup. Tous Merci, étaient Jean contre Lassalle. Twitch. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir, de discuter avec vous. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre et j'en suis désolé. Il y a eu beaucoup de questions sur le service que vous proposez, aussi sur la PAC, sur les labels. Il y a eu beaucoup de questions, donc je proposerai de vous les communiquer et d'essayer Ah oui, je vais te parler de la d'y label, on peut pas. répondre. Hein. Et même à la PAC, j'ai été évasif parce qu'on ne pouvait pas rentrer dedans. Mais bon. C'est très compliqué d'aborder tous les sujets, mais de toute façon, je m'engage à vous communiquer mais toutes les questions. Vous m'en avez fait aborder beaucoup. Ouais. Vous êtes des as, parce que règlement le ventre que j'avais en commençant, il est là quand même. Ça vous a détendu un peu quand même. Mais oui, il m'avait transporté ailleurs. Et bah tant mieux, c'est gentil. Mais c'était très important ça. C'est-à-dire que déjà, si on prend du plaisir entre le journaliste et celui qui est censé faire de la politique, puis on va faire prendre aux autres. Hein. Tandis que si vous êtes comme Bourdin, un jour j'étais en colère, j'ai dit sur RTL, alors qu'il m'avait décommandé là, 5 minutes avant, j'ai dit qu'est-ce que vous voulez, Bourdin est à la politique ce que le. Ah merde, tu sais la substance qu'on te donne quand tu vas à l'armée pour te calmer. Dalila. Le bromure bromure. est à la bombe. Mais tandis que la société, du coup, il m'avait réinvité après. Voilà. Bon, très bien. Il y a eu aussi beaucoup de questions d'actu sur les autres politiques. On demande notamment quels sont les candidats que vous jugez intéressants dans cette campagne. Mais malheureusement, voilà, ça va être compliqué d'aborder toutes les questions, mais je m'engage à vous les poser. Il y a aussi un message important. Il y a De Henry qui veut absolument vous saluer et qui insiste pour qu'on vous salue de sa part. Hein. Il y a eu beaucoup de messages de soutien. Oui, De Henry ou De Henrit. Je ne sais pas comment il faut le prononcer. Allez, écoute, salue-le considérablement. Je suis très sensible à ce qu'il est tenu à vous faire savoir. On parle des marcheurs du Nord. Hein. Il y a marcheurs du Nord, oui, mais j'ai dû marcher avec lui. Depuis je Nord. vois. Bon, en tout cas, voilà, beaucoup de messages de soutien en tout cas de la jeunesse et des gens qui sont contents, enfin en tout cas qui vous félicitent pour votre honnêteté et vos convictions. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Comme on l'a dit, vous pourrez la retrouver très rapidement sur Twitch et ensuite sur les plateformes de podcast et également sur notre chaîne YouTube du Pluraliste. Vous pouvez d'ailleurs soutenir le Pluraliste donc directement sur Tipeee ou avec un don donc défiscalisé sur notre site internet. Et encore une fois, merci à Jean Lassalle. Nous, on vous donne rendez-vous vendredi matin pour la grâce matinale pour faire un tour d'actu sur tout ce qui sera passé. Et on reparlera sûrement des questions qu'on a évoquées ce soir avec Jean Lassalle. Jean Lassalle, merci beaucoup. Merci beaucoup, et c'est pas étonnant que ça marche, parce que vous parlez de nouveau un langage d'homme. Merci. Merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée et à bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir.